Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Micheline Potvin, responsable des communications pour le Relais de la vie de Chambly, nous rappelle l'importance de la cause et de la marche du 7 juin pour les personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Notre journaliste Eve Moult White Ulysse rencontre Geneviève Miller, directrice générale du Grain de sel, pour les résultats de la guignolée du printemps. Ouverture de la conférence de presse pour l'inauguration de la Maison des aînés de Carignan. Marie-France Bornet, journaliste littéraire pour le Journal de Québec, nous parle de son livre Camping 101. Finalement, Nadine Viau, mairesse de Belleuil, revient sur le conseil municipal et les surcrues enregistrées en 2024. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode du Régional. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Un jeune homme de 19 ans originaire de Saint-Jean-Baptiste mène une campagne citoyenne remarquée contre la taxe à l'immatriculation imposée aux municipalités membres de la communauté métropolitaine de Montréal, même lorsqu'elles ne sont pas desservies par aucun service de transport. Thomas Guilbeault a lancé une pétition qui a déjà recueilli près de 1400 signatures. Il a également rencontré la mairesse Marilyn Nadeau, avec qui il a convenu de déposer officiellement la pétition lors de la séance du conseil municipal du 3 juin prochain. Selon lui, la taxe de 59 par véhicule, qui passera à 150 en 2025, est profondément injuste pour les citoyens des 20 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal qui n'ont aucun accès au transport en commun. La mairesse de Saint-Jean-Baptiste salue son implication et souligne que le conseil municipal a déjà demandé cet hiver une étude approfondie sur les options possibles, incluant un éventuel retrait de la communauté métropolitaine de Montréal. L'étude est toujours en cours. En parallèle, les citoyens demandent également l'intervention du ministre et député de Bordua, Simon Jolin-Barrette, ainsi qu'une rencontre formelle avec la CMM. Près de 3 ans après le dépôt d'une action collective contre le diocèse de Saint-Hyacinthe pour des agressions sexuelles commises depuis les années 1940, une entente de règlement a finalement été conclue. L'entente prévoit un montant minimum de 8,9 millions de dollars qui sera versé à près d'une quarantaine de victimes. Ce montant devra toutefois couvrir les honoraires et frais judiciaires. L'action collective avait été autorisée en juin 2022 à la suite du dépôt officiel effectué en octobre 2021. Prochaine étape, l'audition pour approbation de l'entente, prévue le 23 septembre au Palais de justice de Saint-Hyacinthe. Si la Cour supérieure donne le feu vert, les victimes auront alors un délai limité pour s'inscrire. L'action vise toutes les personnes pouvant avoir été victimes entre 1940 et aujourd'hui par un membre du clergé, un employé ou un bénévole sous la responsabilité du diocèse, ainsi que leurs héritiers ou ayant droit de ces personnes. Les victimes concernées peuvent s'inscrire gratuitement et confidentiellement en contactant le cabinet Arsenault Dufresne Oui. Le territoire visé comprend notamment Saint-Hyacinthe, Granby, Cowansville, Sorel-Tracy, Farnham, Saint-Jean-sur-Richelieu et bien sûr la vallée du Richelieu. Québec injecte plus de 277 000 pour soutenir l'intégration des personnes immigrantes dans la circonscription de Bordua. L'annonce a été faite ce 28 mai par Simon Jolin-Barrette, député de Bordua, au nom du ministre de l'Immigration Jean-François Roberge et de la ministre de la Montérégie Suzanne Roy. Le financement est accordé à Intégration Compétences, un organisme actif dans la région, pour la mise en œuvre d'un projet visant à créer des liens entre les Québécois de toute origine et à lutter contre le racisme et la discrimination. Le projet comprend notamment des consultations communautaires, une campagne de sensibilisation ainsi que des activités publiques. Des balados et témoignages seront également diffusés pour informer la population et encourager la participation citoyenne. Le ministre Roberge a salué l'engagement des partenaires en soulignant que ces actions permettent aux immigrants de participer pleinement à la vie collective en français. Le ministre Roy a, quant à elle, félicité les acteurs locaux pour leur contribution au bien-vivre ensemble et à la vitalité de la région. Et pour Simon Jolin-Barrette, ce projet renforce le tissu social en faisant de Bordua un milieu plus accueillant et inclusif. Rappelons que cet appui financier s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants de toutes les régions, notamment grâce à des partenaires communautaires concrets.
La Ville de Belleuil invite ses citoyens à voter pour leur projet coup de cœur dans le cadre de l'édition 2025 de son budget participatif. Le vote est ouvert jusqu'au 8 juin sur la plateforme jeparticipe.belleuil.ca. Sous le thème Éducation et citoyenneté, 7 projets issus des écoles du territoire ont été retenus. Les projets visent à bonifier les espaces extérieurs des établissements scolaires au bénéfice des élèves, mais aussi à l'ensemble de la communauté. Les écoles ayant proposé des idées comprennent notamment l'école au Cœur des Monts, l'école Le Tournesol, l'école secondaire Polybelle, l'école Saint-Mathieu, l'école Le Petit Bonheur, l'école Jolivant et l'école César Street. Les résidents sont donc invités à consulter les fiches détaillées et à voter pour le projet préféré en ligne. Le projet gagnant qui bénéficiera d'un financement pouvant aller jusqu'à 150 000 sera dévoilé à la mi-juin et sa réalisation est prévue dans un délai de 2 ans. Les amateurs de lecture sont invités à la 14e édition de la grande vente de livres d'occasion organisée par la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand les 31 et 1er juin de 9h30 à 16h à l'Aréna Jean Rougeau, situé au 10 rue Bella Vista. Plus de 15 000 livres seront proposés à très petit prix, allant de 1 à 2 sauf rare exception. La sélection comprend des romans, livres pour enfants, ouvrages de référence, guides de voyage, livres de cuisine, de santé, de sport, de français et en anglais. Pour une deuxième année consécutive, le bric-à-brac de la paroisse sera également sur place avec une grande variété de jeux, jouets et articles de sport. Les visiteurs seront encouragés à apporter leur sac réutilisable. Pour en savoir plus, on peut joindre la Société d'histoire à l'adresse info@shsblg.org. Les passionnés de planche à roulettes ont rendez-vous le 7 juin à Saint-Basile-le-Grand pour une journée haute en action au Festi-Planche, présentée au planchodrome du Parc du Ruisseau. L'événement est gratuit et se tiendra de 12h30 à 17h30. En ouverture, des planchistes expérimentés offriront une démonstration spectaculaire, suivie d'une compétition amateur de 14h30 à 17h30. Le port du casque est obligatoire pour tous les participants. Organisé en collaboration avec l'école Québec Skateboard Camp, le Festi-Planche proposera aussi animation, jeux interactifs, DJ et musique pour créer une ambiance festive. En cas de météo incertaine, les participants sont invités à composer le 450-461-8000, poste 4, option 5, pour vérifier si l'événement est maintenu ou reporté au lendemain. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On reçoit maintenant Micheline Potvin, qui est responsable des communications pour le Relais pour la vie. Bonjour Micheline. De Chambly. Oui, de Chambly. Merci d'être là. Justement, à Chambly, c'est une 23e année. Qu'est-ce qu'il y a de spécial encore qui se tient à Chambly? Alors, le Relais pour la vie, nous en sommes à notre 23e édition cette année. Et le thème est les années 90-2000. Donc, les gens vont s'habiller de ces couleurs-là. Puis, est-ce que c'est encore un relais qui se fait 24 heures? Oui, nous sommes un des 3 qui existent encore au Québec. La plupart, maintenant, font plus des 12 heures, mais seulement que des 8 heures et 2 jours plus, là. Mais vous restez à la formule originale. On reste à la formule originale, on y croit beaucoup, puis les gens reviennent justement parce que beaucoup de relais ont fermé qui faisaient cet horaire-là. Alors, quel est l'objectif du relais pour la vie? Comment ça fonctionne? En fait, on ramasse des dons en argent pour la recherche. La recherche, c'est la chose la plus importante pour permettre aux gens de survivre. Sans la recherche, il n'existerait pas de gens qui pourraient vivre plus longtemps. Est-ce que des fois, la recherche aussi, c'est porteur d'espoir? Exactement. Une compagne qui fait partie du comité organisateur, Nathalie Gélina, qui a 51 ans, elle vit présentement un cancer colorectal qui est très... pour celui qu'elle a, il est difficile, il ne peut pas être atteint, elle ne peut pas être opérée, il n'y a rien qui peut se faire. Donc, présentement, elle vit sur un protocole de recherche qui lui donne un espoir de 5 ans. Elle espère qu'ils vont trouver un traitement parce que le traitement, si ça fonctionne, à ce moment-là, elle sera prolongée de 10 ans. Donc, pour elle, ça permet un peu de s'accrocher, de dire que c'est possible qu'il arrive quelque chose qui va pouvoir m'aider dans le futur. Les dons, comment vous fonctionnez avec les dons? Les dons, on peut les faire directement en ligne. Vous allez sur le site du Relais pour la vie,
vous trouvez le nom, vous tapez Chambly, relais de Chambly, vous allez arriver dessus, puis vous pouvez faire le don directement à partir de là. On peut faire des dons directs. On peut aussi acheter des luminaires. Des luminaires. On peut acheter donc, expliquez-nous là, la journée, le 7 juin prochain, ouais, le déroulement, puis qu'est-ce qui va arriver avec les luminaires? Alors, on peut acheter des luminaires. S'il vous plaît, ne pas les acheter en ligne. Venez nous voir. Même si vous venez juste pour faire le luminaire, c'est pas grave. C'est gratuit pour entrer sur le site. Il n'y a pas de problème. Et à partir de 4 heures, vous pouvez venir sur le site. Donc, on vous accueille, puis vous pouvez venir faire des luminaires pour le dédier à une personne qui est décédée en mémoire ou en l'honneur d'une personne qui combat présentement un cancer. Le déroulement, c'est qu'il se passe plein de choses entre 5 heures, je dirais, et 9h30. 9h30, c'est là où le joueur de cornemuse arrive, fait le tour des luminaires et nous, on passe derrière lui pour les allumer. Cet instant-là est tellement magique et solennel, c'est incroyable de voir. Puis cette année, là, on va avoir beaucoup de luminaires, mais ça va être une belle fête cette année, là. C'est ce qu'on peut penser. On entend parler du relais pour la vie, des gens qui traversent toute cette épreuve-là du cancer. On pourrait penser a priori que c'est triste. Est-ce que c'est triste ou c'est un événement? Mais pas du tout, pas du tout. C'est hyper sensible, oui, quand on arrive à cette étape-là, mais il se passe plein de choses. Il y a des activités pour les enfants. Cette année, on va avoir Mickey et Minnie qui vont accompagner les enfants, plein de jeux gonflables pour les enfants. Donc, c'est aussi familial et ça permet aux familles d'être ensemble puis de se soutenir. Oui. Qu'est-ce que ça fait justement pour ces personnes-là d'être en contact avec d'autres personnes qui traversent la même épreuve qu'eux? Bien, en fait, quand les gens se retrouvent comme quand on fait le départ des porteurs d'espoir, qui sont des gens qui ont vécu la maladie, qui l'ont vaincue, qui la vivent, ou comme moi, ça fait 14 ans, donc, mais je suis toujours dans le milieu quand même. C'est un rassemblement où tous ces gens-là vivent une histoire qui se ressemble. Donc, de se voir ensemble, on est plus fort. Vous avez dit, vous avez traversé ces épreuves-là. Qu'est-ce qui vous a fait vous impliquer dans la cause? J'avais tellement d'énergie je voulais redonner à la société ce que j'ai reçu de la Société canadienne du cancer. J'ai reçu beaucoup de services et d'appui. Alors, pour moi, c'est important de redonner à la société ce que j'ai reçu, puis aider les autres. Quand on a vaincu une maladie comme ça, est-ce qu'on voit les choses différemment? Effectivement. Tout ce que tu regardes a pu la même... c'est une autre magie. C'est une autre magie parce que tu te dis, j'ai pas assez proche de ne plus les revoir. Tu regardes la nature puis tu la vois plus de la même façon. Parce que tu te dis, mon Dieu, que c'est encore plus beau que je pensais. Parce que tu prends le temps d'admirer ce qui est en avant de toi. Pas ce qui est en arrière, mais ce qui est en avant de toi. Ça, c'est important. Ça ferait changer de perspective ou réaliser ce qui est moins important et plus important? Tes priorités changent. Tu changes ta vie parce que tu te chicanes plus pour une niaiserie. Tu n'as plus de temps à perdre avec des choses inutiles. Puis les gens qui sont autour de toi sont devenus beaucoup plus importants parce qu'ils t'ont supporté. Est-ce que justement, on peut savoir c'est qui les vraies personnes qui sont proches de nous dans des moments comme ça? Oui. Puis en fait, une chose qui est bien importante quand quelqu'un a la maladie, puis que souvent les gens ils ne savent pas quoi leur dire. Ils sont impuissants. Ils n'ont pas de mots. C'est comme ça. Les gens sont bloqués. Parce que c'est beaucoup d'émotions, des fois. Alors, il y a juste une chose. Tu peux juste lui tenir la main. Tiens-lui la main. Regarde-la dans les yeux. Elle va tout comprendre que tu es là juste pour elle. C'est ça qui est important. Ou apporte des petits plats. Cuisine pour eux. Va leur porter. Demande-leur même pas. Tu vas leur porter. Parce que souvent, ils ne voudront pas demander de l'aide. Fait que, amène-toi, là, puis amène les repas. Prends la main de la personne, regarde-la dans les yeux, dis-lui « je t'aime ». Ça va être super beau. Oui, c'est des bons conseils. OK, Mme Potvin, c'est extrêmement intéressant. Donc, on rappelle, le 7 juin prochain, c'est au centre sportif Robert Lebel. Oui, c'est ça, exactement. Donc, la marche commence à 14 h. En fait, 16 h. À 16 h. 16 h, tu peux arriver sur le site.
planter ta tente si tu veux marcher toute la nuit, puis prendre repos, puis prendre le relais de l'autre. Oui, ça se fait en équipe. Effectivement. Donc, on est rendu à 22 équipes, 111 participants et 52 participants d'espoir. Puis, à date, on a un montant de 64 000 de ramassés. Et quel est l'objectif? On aimerait bien se rendre à 120 000. On est capable. On est capable de se rendre à 120 000. On vous donne la mission à la maison. Relaispourlavie.ca. Extrêmement important. Je suis certain que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui fait face à des épreuves comme ça. Puis c'est en étant tout ensemble, j'imagine. On fait la différence. Exact. Madame Potvin, je rappelle, vous êtes responsable des communications pour le Relais pour la vie. Et merci de faire ce que vous faites. Puis je vous souhaite une bonne marche le 7 juin prochain. Merci de votre invitation. Merci. Bonjour, Madame Melleux. Merci de nous recevoir au Centre d'entraide. Bien, merci beaucoup. Donc, parlez-nous exactement de c'est quoi le grain de sel. Oui, en fait, le Grain de sel, on est le centre d'entraide familiale de la vallée du Richelieu. Donc, on est là pour aider les familles de la région qui ont des difficultés financières, principalement en aide alimentaire. Comment ça fonctionne exactement? Vous faites des paniers que vous distribuez combien de fois semaine? En fait, on distribue des paniers 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis après-midi. Il y a une inscription préalable là, qui doit être faite. Donc, il faut qu'ils viennent rencontrer notre coordonnatrice qui va inscrire et qui va remplir la paperasse. Et ensuite, ils ont droit à un panier d'aide alimentaire. Comment ça fonctionne dépendamment de la grosseur des familles? Oui, en fait, bien, on a un classement petite, moyenne, grande, grande plus. Donc, petite, c'est 1 personne, 2 personnes moyennes, 2 à 3 personnes, c'est moyenne, grand, c'est 4 à 5 et 6 et plus, c'est membres de la même famille. Là. Oui. Donc, avec les recomposés, des fois, on a une semaine, on a une moyenne, puis la semaine suivante, on a un grand plus. OK, c'est ça dépend. Oui. Comment vous faites pour évaluer si la famille a réellement besoin de ce panier-là? En fait, on discute. On ne demande pas nécessairement les papiers d'impôt parce que ça ne veut pas dire que l'année passée, tu gagnais 75 000, mais cette année, ça se peut que là, dans ta situation actuelle, tu ailles 0 $ qui rentre. Hein? Ça, une bad luck, une dépression, peu importe, ça nous arrive. Donc, on va regarder avec les personnes, on va discuter avec eux. Puis, si ça s'éternise dans le temps, bien là, on revoit la personne et là, on demande des papiers pour voir, pour éviter les abus. OK. Dans les dernières années, combien de familles vous avez aidé exactement? Est-ce que vous êtes au courant? Dans les dernières années, en fait, dans la dernière année, on a eu 536 paniers, 36 familles qui sont venues là, de toute la région là, dans l'année. Oui. C'est énorme. Puis, est-ce que ça arrive que certaines des familles n'en ont pas réellement besoin, que vous avez à intervenir de ce côté-là? C'est plutôt rare. Okay. Ça peut arriver, hein, on ne se le cache pas, des gens qui essayent de venir dans le système, mais en même temps, les gens sont super respectueux, fait que souvent, les personnes vont s'essayer 1 fois ou 2, puis ils vont dire « ouais, non, finalement, c'est vraiment pour les gens qui en ont besoin. » Fait que, mais on les voit aussi. On en refuse des familles. Il y a des familles qui s'essaient puis qu'on dit « malheureusement, tu as les moyens. » là. Fait que, on fait de l'aide au budget aussi. Donc, ça aide à filtrer un peu. À filtrer, exact. Vous offrez aussi plusieurs autres services. Parlez-moi de ça. Je sais que vous faites maintenant des plats déjà prêts qui sont en fait pour tout le monde, pas juste pour nécessairement les familles dans le besoin. J'imagine que ça aide pour les dons. Oui, exactement, c'est ça. En fait, on a le traiteur, Marie et son grain de sel, qui est le prénom de notre chef cuisinière. Donc, on offre les repas à prix modique pour nos familles et on offre les repas un peu à prix modique et modéré, mettons, pour nos familles régulières. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut venir au grain de sel, venir acheter un plat pour 4 personnes, c'est 20 $. Les plats individuels sont 8, les soupes, etc. Mais surveillez notre Facebook, là, c'est là-dessus qu'on met à toutes les semaines, on met nos nouveaux arrivages. On n'a jamais rien de pareil d'une semaine à l'autre parce qu'on y va vraiment avec ce qui est arrivé, ce qu'on n'a pas pu donner. Fait que c'est avec ça qu'on cuisine la semaine suivante. Mais j'allais vous demander justement, ça ressemble à quoi un menu grain de sel? Il y a quoi dans les paniers? C'est quoi exactement que vous cuisinez pour les plats déjà faits? Oui, bien en fait, un panier grain de sel, là, la personne elle va arriver ici, elle va avoir entre 5 et 8 denrées secs qu'elle choisit. Ils vont prendre des pâtes, du riz, etc. Donc, ils vont faire le tour, ils vont sortir entre 5 et 7, 8 denrées là, secs.
Et ensuite, ils s'en vont vers le frais. Donc, et là aussi, ils vont choisir. Donc, ils vont avoir le choix avec le lait, les œufs, si on en a reçu du yogourt, toutes ces choses-là. Et nous, à toutes les semaines, on achète des fruits, des légumes. Donc, encore là, ils ont du choix de frais pour leurs fruits et leurs légumes. Et on termine avec les congelés. Donc, tout ce qui est viande, on les reçoit congelés des supermarchés et de Moisson Rive-Sud. Et on a ce qu'on appelle, nous, les congelés. Là, c'est justement des petits plats de chez Métro, exemple, qui sont déjà faits, mais là, ils passent dans nos congelés ou je sais pas moi, du fromage qui a été congelé aussi, ça peut être là-dedans. Là, donc, on met ça là-dedans. Fait que ça leur donne quand même de la nourriture pour une semaine, là, et plus, là, quand même. Ah oui, oui, oui. Oui. Une famille peut facilement faire sa semaine. Là. C'est sûr qu'elle va retourner à l'épicerie pour un petit peu plus de lait parce qu'on donne 1 litre de lait. Fait que pour 6 personnes, c'est pas assez. Mais capable de faire un bon bout là, avec ce qu'on donne. Puis vous faites tout le temps affaire avec des organismes et Moisson Richelieu, c'est ça que vous m'avez dit? Moisson Rive-Sud. Moisson Rive-Sud pour vous donner les aliments. Oui, en fait, c'est toujours Moisson Rive-Sud qui est comme notre principal donateur. Et ensuite de ça, on fait le tour de tous nos épiciers locaux. Donc, les IGA sont avec nous, Marché Rien d'eau, le Maxi Belleuil. On a aussi là, je pointe par là, mais c'est parce qu'il est là. Mais le Super C. Mais les citoyens peuvent venir faire des dons n'importe quand à leur guise. Tout à fait, tout à fait. T'sais, on a un monsieur là, super gentil. Quand les patates tombent en spécial, il nous amène 2 ou 3 sacs de patates. Puis, c'est ça qu'il fait à toutes les fois. Là. Donc, oui. J'ai envie de parler aussi d'une autre chose que vous offrez, qui est le Resto Pop. Oui. C'est quoi exactement le Resto Pop? Bien, le Resto Pop, en fait, c'est une soupe populaire qu'on fait une fois par semaine, tous les mercredis midi. À partir de 11h30, on reçoit les gens jusqu'à 1h. Ils viennent prendre une soupe avec un pain, avec un café, un dessert. Tout ça est offert là, gratuitement. Les gens se rassemblent, jasent. On est en moyenne une quinzaine de personnes. Là. Ben oui, oui. c'est ça. Fait que des fois plus, des fois moins, ça dépend. Des fois, on a des organismes qui viennent aussi, qui viennent faire leur tour, jaser avec nous autres. Donc, on invite les citoyens, là, ça nous fait plaisir. Puis ça se passe toute saison. Bien, en fait, l'été, on est en train de se demander là, si on garde l'été, est-ce qu'on change de formule, est-ce qu'on va faire un genre de pique-nique à l'extérieur, est-ce que... Bref, on ne sait pas trop encore ce qui va arriver avec le Resto Pop, mais c'est sûr qu'on veut le perdurer là, dans le temps. Oui. OK. Récemment, vous avez fait la guignolée du printemps. Comment ça s'est passé? Ça a bien été. On a eu des beaux dons. Les familles ont été quand même, encore une fois, là, les citoyens ont été généreux. On aurait aimé que ce soit un peu plus. C'est sûr que c'était juste notre deuxième. Fait qu'encore là, les gens, il faut qu'ils apprennent à savoir qu'il y a une guignolée au printemps. Exactement. Donc, on est encore en train de se dire comment qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus, etc. Mais on a quand même reçu beaucoup de denrées. Là. On est content, là. Mais tu sais, on ne fera pas tout l'été. Non, OK. Fait que, tu sais, on a bon espoir là, que justement, là, l'été, on a un petit peu moins de demandes de denrées de panier. Donc, on réussit à faire un petit peu plus longtemps là, pour... Est-ce que vous prévoyez en refaire une autre, peut-être à l'automne ou durant l'été? Non, pas pour cette année. Là, on va se rendre à la guignolée des médias et à la guignolée porte-à-porte là, cette année. Ça va être ça qu'on va faire. Pour la prochaine année, par contre, oui, on va en refaire une, c'est sûr. Moisson Rive-Sud en fait une fin mars, début avril. Fait qu'on s'est dit, on va peut-être s'accoter avec eux autres. Collaborer. Exactement, pour faire une plus grosse guignolée, là, dire, bon, bien là, on va se mettre tous ensemble là, pour le faire. Là. Donc, on a des attentes pour la prochaine que les gens participent en plus grand nombre encore pour pouvoir donner plus de denrées pour que ça dure. Oui, mais je pense qu'on a manqué de publicité. Okay. Donc, je pense qu'on va faire plus de publicité. Justement, les panneaux des villes, on n'a pas pensé qu'on aurait pu mettre des pancartes là. On a plein de petits pop-up qu'on va sûrement améliorer. C'est quoi votre vision pour la prochaine année pour Grain de sel? Oh là là, c'est une belle question, ça. Bien, en fait, le Grain de sel...
J'aimerais qu'on fasse un peu plus d'éducation avec nos familles, mais aussi avec les citoyens. Donc, depuis 1 an, là, on donne des ateliers de cuisine les dimanches avec les citoyens de la ville de Belleuil. Wow. Donc, on aime beaucoup ça. Fait qu'on aimerait ça faire mousser cette expérience-là aussi. Inviter nos familles à assister à ces ateliers-là, apprendre à cuisiner en famille. Nos jeunes, c'est ça qui leur manque. Donc, on aimerait ça faire mousser ces ateliers-là, là, vraiment faire plus d'éducation auprès de notre population. Merci beaucoup, Mme Miller. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, de cette magnifique matinée, dans une belle maison des aînés. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Richard Deschamps, le président-directeur général du CIS de la Montérégie-Centre. Merci d'être là. C'est vraiment un plaisir et une fierté d'avoir l'opportunité d'inaugurer un si bel endroit, un endroit de vie, une maison. Ça s'appelle vraiment une maison des aînés, puis on a l'impression d'être dans une maison. J'ai vu les salons, c'est incroyablement beau. C'est notre 2e, alors on est chanceux. Merci beaucoup au gouvernement, merci Madame la ministre, Monsieur le ministre, et toutes les personnes qui ont collaboré à ce beau projet-là. C'est un beau projet, c'est un projet communautaire, on en parlait tout à l'heure en rencontre. C'est un projet de quartier où tout le monde est intégré avec l'école, la garderie, le quartier lui-même, une piste cyclable. Bref, c'est vraiment un extraordinaire endroit de vie où il va y avoir de la vie. Je veux saluer les résidents. Là. Il y a beaucoup de résidents qui participent à notre conférence de presse aujourd'hui. Merci de nous accueillir dans votre maison des aînés. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ma 42e maison des aînés à être inaugurée. 42! Il faut être fier de ça. Notre gouvernement a pris l'engagement, dans une phase 1, de construire 46 maisons des aînés au Québec. Et celle-ci, franchement, je dois vous dire, elle est vraiment très, très belle. On voit là les lieux physiques. Moi, je suis habituée de faire des conférences de presse dans des cuisines et j'adore ça. J'adore ça. Parce qu'on est en train de changer le modèle d'hébergement au Québec avec ces maisons des aînés. Et vous savez, on fait un travail extraordinaire dans nos CHSLD au Québec pour les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Mais les maisons des aînés, ça nous donne une opportunité de changer vraiment la perspective. On n'est plus dans un milieu institutionnel. On est vraiment dans un milieu de vie. Puis ça, c'est extraordinaire. Fait qu'une maison des aînés, c'est quoi? Et alternative, je dois dire, parce qu'ici, c'est une maison des aînés et alternative, je vais y revenir tantôt. C'est un milieu de vie à échelle humaine. C'est d'abord et avant tout cela. Pour des personnes qui ont besoin de soins et services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça aussi, c'est important de le mentionner. Alors, ces maisons des aînés et alternatives sont gérées par les CIS et les CIUS. Donc, on parle de maisons des aînés, c'est dans le système public. On n'est pas donc dans l'univers du privé ici. On est vraiment dans le système public. C'est un milieu humain où on retrouve des maisonnées. Puis une maisonnée, c'est quoi? Bien là, ici, on est dans une maisonnée qui n'est pas encore occupée, mais on retrouve essentiellement, un peu comme dans une maison, le salon, la salle à manger, la cuisine, une aire ouverte, la possibilité de sortir directement à l'extérieur. On retrouve autour, dans une maisonnée, 12 chambres, des chambres individuelles. Et ça, c'est important parce que dans nos CHSLD publics, on a encore des CHSLD où on a des chambres à 2. Puis moi, j'ai connu l'époque où il y avait des chambres à 3 et à 4. J'ai connu ça. C'est pas ça qu'on veut pour les aînés qui vieillissent puis qui ont besoin d'avoir la dignité puis de l'intimité dans leur vie. Puis qui de nous accepterait de vivre dans une chambre à 2, à 3, à 4 à la fin de notre vie? Alors,
c'est important. Puis oui, il y a des coûts reliés à ça. C'est des chambres individuelles avec des salles de toilettes individuelles et des douches dans chacune des chambres. Moi, je n'appelle pas ça du luxe. J'appelle ça la base. Ici, on est dans un milieu aussi qui est assez innovant en termes de dossiers cliniques informatisés. Ici, il n'y a pas de papier. Donc, les employés travaillent avec leur portable, certains avec le cellulaire, le dossier usagé, le dossier informatisé, tout est vraiment implanté. Ça demandait beaucoup, beaucoup d'efforts des employés de changer leur façon de faire. Parce que ça demande vraiment, ça crée toujours un peu une insécurité là, quand on passe d'un mode traditionnel avec du papier, écrire toutes nos notes, faire toutes nos choses de façon manuscrite, à passer en mode vraiment informatisé, puis ils l'ont fait, ils l'ont relevé. Fait que je suis très, très contente. Ici, on est dans une maison des aînés et alternative de 96 places. Donc, 72 places pour les personnes aînées et 24 autres places pour des adultes ayant des besoins particuliers. Donc, on parle de déficience physique, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Puis, il n'y avait pas vraiment au Québec des milieux de vie pour accueillir les personnes adultes ayant des besoins de soins et de services, là, naturellement. C'est un projet de 84,4 millions ici pour 96 places. Donc, alors, je pense que je veux saluer les équipes des services techniques, Santé Québec et la SQI. Et donc, on est plus là, à 860 000 la porte. Puis, tu sais, en parlant de porte, faisons attention, parce que quand on construit une maison de, mettons, 400 000 ou 500 000, puis qu'il y a 3 chambres, est-ce qu'on dit que la maison, c'est 150 000 la chambre? Mais c'est la même chose avec les maisons des aînés. Fait qu'on prend souvent un discours immobilier de coût par porte, alors qu'on est dans de l'institutionnel puis qu'on est dans d'autres choses avec des concepts différents. Fait que je suis très contente. On a respecté le budget. Bravo. Merci aux équipes. Puis j'ai bien hâte d'aller visiter ça puis de rencontrer les aînés aussi. Alors, merci beaucoup. C'est une aventure quand même d'arriver à cette journée-là. Je regarde M. le maire qui est un partenaire remarquable parce que des petits obstacles, des gros obstacles se sont présentés avant qu'on arrive aujourd'hui. Puis la municipalité de Carignan a vraiment fait partie de la solution. Le terrain, le zonage du terrain, les discussions avec le ministère de l'Environnement, le rezonage, la compensation, les aménagements sur les rues pour se rendre jusqu'ici, le bon voisinage, parce qu'on arrive dans un quartier qui est bâti. Il y a des familles qui étaient dans le coin, qui ont vu arriver ça. Les avantages, évidemment, mais aussi les aménagements pour accueillir toutes ces personnes qui se déplacent dans le quartier. En décembre de cette année, ou au début de l'année 2026, mais très, très bientôt, on aura 90 petits cocos de 6 mois à presque 5 ans qui s'en viennent. Puis, pas trop loin à côté, on a une école primaire. Tout ça, c'est beaucoup de neuf, beaucoup de beau, beaucoup de grand, mais beaucoup d'aménagements à faire. Puis vraiment, je veux saluer le travail de M. le maire et de la municipalité, de tous ceux qui l'ont aidé, à nous aider à améliorer les services pour les gens de la communauté et de la région, hein, parce qu'on sait bien que c'est à Carignan, mais en même temps, ça demande de la vision quand on a une municipalité, quand on a un maire qui dit qu'il construit une infrastructure, mais qui est régionale. Donc merci à tous ceux et celles qui ont rendu ceci possible, et puis que ça continue. Chère Sonia, bonne journée. C'était au cours d'un premier mandat, dans possiblement 2018-2019, on avait été approché pour voir s'il y avait une possibilité sur le territoire de Carignan d'aménager une maison des aînés. Donc, nous, on a regardé les terrains qui étaient possibles d'aménager cet endroit-là. C'est sûr que la ville n'était pas propriétaire des terrains sur lesquels est située présentement la maison des aînés. Donc, il a été nécessaire de procéder par de l'expropriation pour finalement céder les terrains, vendre les terrains au CI3S pour aménager ce bâtiment-ci. Donc, on savait qu'il y avait un besoin dans la région et puis c'est certain que ça changeait un petit peu l'environnement dans lequel les gens vivaient. Par contre, c'est pour améliorer
les conditions de vie de nos aînés. D'ailleurs, tout près, il y a une école qui s'est construite. Donc, le secteur est en pleine mutation. Puis nous, on voyait d'un bon œil de permettre aux gens de Carignan de pouvoir venir résider, finalement, dans une maison qui leur serait accessible. Bien, moi, je trouve que c'est une bonne occasion pour les gens de découvrir ce milieu-là. Puis d'ailleurs, je parlais avec le directeur qui serait intéressé à faire connaître l'endroit aux gens. Moi, j'ai passé ici il y a quelques semaines, puis j'étais comme curieux de voir. Puis peut-être de donner l'accès à l'endroit aux gens, au voisinage. Là. Je pense que ça va peut-être démystifier la chose, parce que les gens ont certaines craintes. Là. C'est quoi l'institution qui se met dans notre quartier? Donc, de permettre aux gens de se côtoyer. D'ailleurs, on me dit qu'il y avait une fête de quartier qui va s'organiser sous peu. Donc, je pense que ça va permettre aux citoyens de faire une connexion avec les gens ici de la Maison des aînés. Mais simplement que nous, on est fiers à Carignan de pouvoir faire participer de cette nouvelle tendance d'habitation pour les aînés. Puis je crois qu'ici, c'est un bel exemple d'une réussite qui peut satisfaire les besoins de la clientèle. On s'entretient maintenant avec Marie-France Bornet, qui est journaliste et auteure, qui a écrit plusieurs livres sur le camping, dont Le Québec en camping. Bonjour Marie-France. Bonjour Marc-Antoine. Merci d'être avec nous. Là, on sent que l'été vraiment prend son envol. Là, les températures sont en augmentation et il y a beaucoup de gens qui pensent au camping. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur le camping, ce sujet-là en particulier? Marc-Antoine, moi, je fais du camping depuis que je suis bébé. Donc, c'est une expérience que je connais très bien pour en avoir fait un peu partout aussi. Puis, dans mon travail de journaliste, j'ai publié beaucoup d'articles en tourisme à un certain moment. Puis, à un moment donné, j'avais tellement de matériel que j'ai proposé à la maison d'édition, les Éditions de l'Homme, de faire un premier livre qui s'appelle Escapade américaine, puis qui parle du Vermont, du New Hampshire, puis de la partie de New York qui s'appelle Upstate. Ce livre-là a connu un bon succès. Puis après, j'ai reproposé à la maison d'édition de faire un guide pratique sur le camping au Québec, c'est-à-dire d'explorer les régions du Québec, mais du point de vue d'un campeur, ou en l'occurrence d'une campeuse. Puis, les enjeux ne sont pas les mêmes quand on veut explorer, mais qu'on est un campeur, parce qu'il faut se trouver un bon spot pour s'installer. Il faut trouver un camping qui répond à nos attentes, soit qu'on est avec une tente, avec un motorisé, van life aussi. Puis, il n'y avait pas quelque chose qui présentait le Québec de façon à montrer aussi les attraits touristiques. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, mettons une région qu'on ne connaît pas, comme vous autres, vous êtes en Montérégie, bien, si quelqu'un ne connaît pas la Montérégie, où est-ce que je peux aller camper? Puis, qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu sais, qu'est-ce que je peux découvrir? Tu sais? Parce que j'imagine qu'avec la situation aussi, avec les États-Unis, il y a plusieurs gens qui vont vouloir peut-être rester au Québec. Marie-France, pourquoi c'est beau le Québec? Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir ici? Le Québec, là, la grande richesse qu'on a, là, c'est la diversité. Tu sais, on a les montagnes, on a le fleuve, on a le bord du golfe, si on va aux îles de la Madeleine, c'est la mer. Ou en Gaspésie, c'est la mer aussi. On a nos grandes forêts. On a la possibilité de camper sur le bord du fleuve, camper pas trop loin de la ville, camper en campagne, camper dans le bois. On peut avoir un camping qui est super aménagé avec des parcs aquatiques, des jeux, du mini-pot, des activités, des soirées festives, tout ça. Mais on peut aussi aller au fin fond des bois, puis aller s'installer puis avoir personne d'autre que nous autres. Là, fait que la diversité de l'expérience est extraordinaire au Québec en matière de camping. Puis on est gâtés, là. On a vraiment des très beaux terrains de camping, tant publics que privés. Et on en a dans toutes les régions, des beaux, là. Fait que je pense que c'est une alternative qui est intéressante aussi dans le contexte où cette année, je pense que les gens vont vouloir peut-être faire plus du tourisme local puis visiter ce qu'on a à voir dans les alentours. Puis, tu sais, le camping, ça permet de faire, OK, une grande expédition de 3 semaines, si on veut, mais ça permet aussi de faire des micro-aventures. Tu sais, tu peux partir pour une journée, 2 jours, peut-être 2, tu sais, une nuit ou 2 nuits, disons plutôt. Puis là, tu peux aller à la découverte de la région voisine pour visiter les vignobles, mettons, ou pour aller participer à un festival, ou bien pour amener les enfants à voir... faire une visite à la ferme, tu sais, ou pour aller découvrir un terroir particulier, ou bien juste aller s'installer puis sur le bord d'un lac puis rien faire. Là, des fois, c'est ça qu'on a besoin. Pour une personne qui n'en a jamais fait du camping, ce serait quel conseil que vous pourriez donner? Comment on commence? Par où on commence?
Moi, je dirais là, que quelqu'un qui a zéro connaissance puis qui n'est jamais allé comme sur un terrain de camping ou dans le bois ou dans un parc national ou quelque chose comme ça, c'est pas pire de commencer par le prêt à camper. Parce que ça, c'est une façon de faire où est-ce que l'équipement est fourni en grande partie. Puis, on peut s'initier sans s'engager dans des frais. Parce que le matériel de camping, c'est devenu de plus en plus cher. Une tente, une glacière, un réchaud, tout ça, ça coûte là, quand même pas mal cher. Là. Fait qu'il y a des alternatives. Puis comme ça, on peut s'initier au prêt à camper. Puis sur beaucoup de terrains de camping, tu peux louer un chalet, un refuge, une yourte. Ça peut être aussi des fois des tipis, ça peut être une roulotte que tu peux louer. Puis il y a même des endroits où tu peux emprunter du matériel, tu sais, pour t'initier. Fait que ça permet de faire connaissance avec l'activité puis de se familiariser pour voir c'est où notre zone de confort. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce que tout le monde dans la famille se sent bien et à l'aise avec ça? Est-ce qu'on a besoin d'en apprendre un petit peu plus? Est-ce qu'on aime ça au point où on veut s'équiper? Mais tu sais, avant de se lancer dans la grande affaire, moi, je suggérerais des petits pas. Tu sais, d'y aller tranquillement puis d'aller pour pas longtemps. Vous avez dit le mot confort, justement. C'est un peu ça, tu sais. Est-ce que, justement, le camping, ce ne serait pas la découverte de notre niveau qu'on peut vivre avec l'inconfort? Je pense que oui. À partir du moment où on accepte l'expérience, on accepte l'inconfort. On accepte qu'on dort plus ou moins sous les étoiles. On est tributaire de la météo, des bébites. On doit composer avec le fait qu'on n'a pas de salle de bain proche, qu'il faut se déplacer pour aller dans un bloc sanitaire pour aller aux toilettes ou prendre notre douche. Il faut cuisiner dehors aussi. Fait que ça implique beaucoup de choses. Puis ça implique aussi de dormir des fois dans la noirceur avec laquelle on n'est pas habitué, de dormir en entendant des sons mystérieux d'animaux dans le bois qu'on ne sait pas trop. Des fois, ça peut être une grenouille qui se déplace et on pense que c'est un yéti, là, carrément. Donc, ça nous permettrait d'apprécier des choses différentes un peu, là, de vivre plus une aventure. Oui, puis aussi de reprendre contact avec la nature. Puis si on s'en sent capable de déconnecter aussi de tout ce qui est écran pour vivre au rythme de la nature, du lever, du coucher du soleil, apprendre à apprécier ce qu'on a puis qui est gratuit puis qui est comme les oiseaux, la forêt, le ruisseau qui coule, de se reconnecter avec cette belle nature-là qu'on a et qui est tellement magnifique au Québec, en fait. Vous allez voir à quel point c'est bénéfique, là, si vous l'essayez. Ouais. Ça vaut bien quelques maringouins, là, c'est sûr. Est-ce que vous, personnellement, vous l'avez vécu? Il y a tellement d'écrans dans nos vies, des téléphones, des ordinateurs. Comment on se sent après avoir connecté avec la nature, comme vous parlez? Moi, je pense que c'est essentiel de déconnecter le plus souvent possible, puis d'apprendre à être à l'écoute de nos sens, de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce que ça goûte aussi, même des fois, parce qu'on peut récolter des baies, là, si on s'y connaît, là, mettons, tu sais. OK. Ça permet de vivre un rythme qui est plus lent. Parce que la nature est à un rythme plus lent que nos écrans. Puis on n'a pas besoin d'une laisse électronique 100% du temps. Je ne suis pas contre les écrans, absolument pas. Mais sauf que de faire l'exercice de se dissocier des écrans pendant une couple de jours ou même quelques heures par jour, à la limite, c'est extrêmement bénéfique, là. En effet. Marie-France Bernet, je rappelle, vous êtes journaliste et auteure. Il y a des ouvrages pour ceux qui sont intéressés à la maison. Vous allez aborder d'autres questions comme qu'est-ce qu'on fait avec les animaux, comment on se prépare, la camping de manière éco-responsable. Donc, j'invite tout le monde à aller faire un tour sur le site leséditionsdelhomme.com pour avoir les détails, comment se procurer vos livres qui sont en librairie. Merci beaucoup, Marc-Antoine, puis bon camping à tout le monde. Merci à vous. Bon été. Merci. De retour en studio avec Nadine Villot, qui est mairesse de Belleuil. Bonjour, Madame Villot. Bonjour. On revient sur la dernière séance du Conseil où on a découvert qu'il y avait un surplus de 4,7 millions de dollars. Pouvez-vous nous expliquer ça vient de où, ça? En fait, on ne l'a pas découvert, on l'a annoncé. Ça s'est pas apparu par magie? Pouf!
Wow! Non, non, c'est un travail. En fait, on déposait notre bilan financier 2024, puis on faisait état justement là, des surplus qui allaient avec nos états financiers de l'année dernière. Puis oui, c'est vrai, 4,7 millions de surplus pour Belleuil pour 2024. Ça semble beaucoup pour les citoyens, puis souvent on se pose la question, mais comment ça qu'une ville peut finir son année avec des surplus alors que j'ai payé des taxes foncières qui devraient servir, dans le fond, à payer les services? On ne devrait pas finir avec des surplus en fin d'année? C'est ça, il y a comme un équilibre. Hein? Une municipalité ne peut pas faire de déficit. C'est pas prévu par la loi. Ça, c'est la première chose à savoir parce que le gouvernement provincial, fédéral peut faire des déficits, on le voit là, actuellement. Les entreprises privées peuvent faire des déficits aussi d'année en année, mais pas une ville. Une ville a l'obligation de terminer son année financière là, égale, au minimum. Puis donc, c'est pour ça qu'on est très conservateur dans nos pronostics au niveau des revenus, qu'on est très conservateur aussi au niveau de nos dépenses. C'est très rigoureux ce qu'on fait comme exercice. Mais il y a aussi vraiment un volet, pour avoir un 4,7 millions supplémentaire, il y a un volet qui est hors contrôle de la ville. Parce qu'évidemment, on ne veut pas terminer avec des surplus abusifs. Ce n'est pas l'objectif de la ville. Ce qu'on veut, c'est taxer correctement nos citoyens pour offrir un service à la valeur souhaitée. On peut penser, par exemple, à toute la dynamique des taxes de mutation. Donc, on prévoit des ventes de maisons dans une année. Mais cette année, par exemple, en 2024, il y a eu beaucoup plus de ventes que prévu. Donc, on a eu un 700 000 $ par exemple, si je vous donne un exemple, qui est consacré directement à ça. On avait déjà évalué un petit budget pour ça, un revenu anticipé. Bien, il y en a eu plus cette année. Donc, c'est difficile à prévoir ces éléments-là. On a aussi des subventions qui arrivent, je dirais pas en surprise, mais au fil de l'année, qu'on ne peut pas budgéter si on ne l'a pas eu quand on prévoit les budgets. Donc, ça aussi, ça nous amène à avoir une valeur comptable de surplus. Est-ce qu'il y a aussi des événements qu'on prévoit dans le futur, qu'on budgète d'avance pour ne pas avoir à payer un gros montant des années plus tard? Exact. On pense aux élections. Cette année, c'est une année électorale. Donc, on pense aux élections qui reviennent aux 4 ans. Bien, la Ville, en fait, prévoit à chaque année un petit montant récurrent pour qu'au bout du 4 ans, bien, on ait le montant complet pour payer l'élection et non pas avoir une grosse facture à payer aux 4 ans. Donc, ça aussi, dans le fond, c'est une portion qu'on a déjà prévue en début d'année. On le sait qu'on va finir avec un surplus à cause de ces prévisions-là qu'on fait pour les trucs récurrents, les élections, le rôle d'évaluation qui revient aux 3 ans, ces choses-là. Donc, oui, exactement. Mais ce qui est intéressant, donc, de comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire de surplus, qu'il y a des éléments qui sont hors de notre contrôle, mais ultimement, en fait, cet argent-là va pouvoir servir aussi à des projets concrets, vont nous aider à bonifier des programmes qu'on a déjà dans notre mire. Donc, on peut faire beaucoup plus d'actions. On vient aussi mettre la moitié de ces surplus-là, un peu plus que la moitié, dans nos projets d'infrastructures sportives récréatives, dans nos projets aussi de travaux d'eau, de voirie. Donc, on vient bonifier les enveloppes qu'on a déjà mis de côté. Donc, c'est pas perdu, ne vous en faites pas. On prend bien soin de ces sous-là, puis on s'en sert là, à des bonnes fins pour nos citoyens en moment présent. C'est des sommes qui ne sont pas récurrentes, hein, donc on ne peut pas les prévoir non plus d'une année à l'autre. Alors, on profite de ces montants-là pour... Donc, on regarde ça froidement, puis on n'organise pas un gros party à 4,7 millions. Non, mais d'un point de vue citoyen, c'est quand même gros. Moi, je regarde ça d'un point de vue citoyen, je me dis, waouh, ma ville fait 4,7 millions de surplus, expliquez-moi. Ouais. Mais j'invite tout le monde dit, exact. à aller voir sur le site Internet de la Ville. On a mis tous les documents. On peut répondre à toutes les questions aussi là, des citoyens par rapport à tout ça. Là. On sait que l'argent, c'est émotif. Donc, exact. Tu parlais d'un autre sujet émotif, il y a les animaux de compagnie. Il y a une ouverture du nouveau parc à chiens qui s'en vient au parc Serge Pépin. Bien oui, sur la rue Serge Pépin, on a ouvert le parc canin. Puis on a eu beaucoup de commentaires par rapport là, au stationnement difficile, puis à tous les ajustements qu'on pouvait faire au niveau des poubelles. Bon. On veut rassurer la population. Du marquage de la signalisation s'en vient là, pour faciliter les stationnements sur rue. Puis on est en train d'ajuster aussi là, par commentaire là, tout ce qui est les petits derniers éléments de détail là, pour que tout le monde soit heureux. Donc, on invite les utilisateurs à contacter la Ville via info@belleuil.ca. Donc, c'est beaucoup plus utile pour nous que passer, par exemple,
par les réseaux sociaux pour dénoncer quelque chose, on aime beaucoup avoir l'information à la ville. Donc, les gens sont invités à communiquer directement à ce niveau-là. Oui. Budget participatif 2025. Un beau projet. 7 projets, en fait, sont en liste pour le budget participatif 2025. Ce sont des écoles primaires et secondaires qui ont déposé des propositions. Déjà, 600 votes sont cumulés. On a jusqu'au 8 juin pour aller voter. Donc, je vous invite à aller sur jeparticipe.beloeil.ca puis utiliser votre droit de vote pour aller récompenser le meilleur projet parmi les 7 qui sont proposés. C'est très encourageant là, pour les personnes qui participent. Donc, j'invite tout le monde à la maison à le faire. On continue en rafale. Un budget, deux soirées en fait de consultation en juin, le 11 juin et le 18 juin. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Le 11 juin, on invite la population, dans le fond, dans une soirée de consultation. Donc, on veut présenter là, un réaménagement complet de l'espace Lorne Worsley. C'est le parc qu'on trouve à côté de l'école secondaire Polybelle, où on a l'aréna également. Donc, tout cet espace-là va être voué à évoluer, à changer au cours des prochaines années. On a voulu bien faire les choses, donc on a engagé une firme qui va nous proposer, dans le fond, là, un premier jet, un premier dessin pour repositionner nos besoins sportifs, le baseball, le soccer, la nouvelle aréna. Donc, on veut présenter ça à la population, entendre les commentaires. On vous invite le 11 juin en soirée. Présentation du concept. Présentation du concept, mais aussi réception des commentaires de la population. Et le 18 juin, c'est le nouveau quartier qu'on travaille ardemment depuis 4 ans. Donc, on vient vous présenter, dans le fond, la réglementation qui va encadrer ce projet-là. On invite encore là, sous une formule atelier, les citoyens intéressés à venir chercher l'information là, pour ce grand projet. Donc, ce sera votre occasion de venir voir le futur de Beloeil, ces 2 dates-là, le 11 et 18 juin. Signature du livre d'or, M. Rosaire Turcotte reçu l'hommage bénévolat Québec 2025. Oui, 40 ans d'implication dans la communauté, donc ça valait le coup de le souligner au niveau de Québec. Ça a valu le coup aussi de le souligner au niveau de la ville de Beloeil. M. Turcotte est un grand bénévole sur de nombreuses causes. Il a été directeur de TVR9 aussi pendant de nombreuses années. Mais au-delà de ça, c'est ça, le Club Optimiste, il s'engage énormément dans le Club Optimiste. Donc, pour toutes ces raisons, on a voulu souligner son engagement. C'est une belle tape dans le dos. Puis, c'était beau à voir parce qu'il a encouragé tous les citoyens à s'engager dans la communauté aussi pour faire avancer notre milieu. Très belle reconnaissance. Non, c'est important quand on a un impact dans notre communauté comme ça. C'est tant bon pour où on a un impact que pour nous aussi, c'est valorisant. Et dernier sujet, un autre prix que vous avez reçu pour la piscine en Eauville. Ça n'arrête plus, les prix? Vous allez pouvoir remplir la piscine de prix à un certain point? Bien, ça nous rend tellement fiers, ces prix-là. On a été reconnus à l'Union des municipalités du Québec qui avait les prix Ovation, Mérite Ovation. On a eu le prix du jury dans notre catégorie pour le projet de la piscine en eau vive. Mais on a aussi eu le prix Coup de cœur parmi les 20 finalistes. Il y avait 1800 délégués à travers le Québec qui pouvaient voter pour le prix Coup de cœur. Puis donc, on nous a adressé ces 2 reconnaissances-là avec humilité, mais vraiment beaucoup de fierté. Toutes les équipes qui ont travaillé fort là-dessus, ça a été vraiment une belle récompense, une belle tape dans le dos. Mais c'est surtout aussi le symbole que ce projet-là, dans sa simplicité puis son innovation, va permettre à l'ensemble du Québec de profiter maintenant des rivières, des nombreuses rivières qu'on a. Ça peut semer là, des idées à d'autres pour pouvoir faire... Ça ouvre la porte à de beaux projets. Donc, félicitations à votre équipe. Merci beaucoup, Mme Vio, d'avoir été avec nous. Et on se retrouve une prochaine fois lorsque vous avez d'autres nouvelles à nous apporter. Un nouveau prix. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. TVR9 tiendra son assemblée annuelle le 10 juin prochain et vous pouvez y assister en ligne. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir tous les détails. On remercie toute l'équipe pour l'émission de la semaine et on se revoit la semaine prochaine.